Bonjour Julien, donc tu es Julien Henriot, médecin dermatologue et généraliste. Généraliste avant tout, ouais, avant effectivement. tout, au centre Léon Bérard, spécialisé dans le diagnostic dermatologique des maladies de peau. Des cancers cutanés, ouais. Et en particulier, voilà, cancer cutané. Et donc aujourd'hui, je vais te poser des questions sur les nouveaux outils qui peuvent t'aider toi et puis aider la communauté des soignants à faire ces diagnostics de cancer cutané, entre autres. Du coup, je suis médecin généraliste de formation. Je me suis formé ensuite au dépistage des cancers de la peau et j'ai une activité maintenant qui est exclusivement dédiée au dépistage et au traitement des cancers de la peau, donc que ce soit les mélanomes, les carcinomes, etc. C'est une problématique qui est grandissante parce qu'il y a un vieillissement de la population et en plus de ça, on a une pénurie de dermatologues qui fait qu'on se retrouve dans des situations de patients qui n'ont pas accès à un diagnostic aussi précoce ou aussi facilement qu'ils pouvaient avoir avant, et du coup ça met beaucoup de tension. Toi, comment tu fais pour faire les diagnostics? Quels sont tes outils? Quel est le standard un petit peu? Jusqu'à il y a, on va dire, une trentaine ou quarantaine d'années, c'était le diagnostic à l'œil nu. On peut se rappeler des calques, etc., pour regarder si les lésions grossissaient. Ensuite, il y a eu ABCDE qui est arrivé, qui a été des critères cliniques. Et en gros, depuis les années 2000, globalement, tout le monde utilise de la dermoscopie. Donc, c'est de la microscopie en épiluminescence. C'est une technique facile d'utilisation qui permet de passer à travers la couche cornée de la peau et de voir les structures de manière beaucoup plus précise. C'est à la fois une loupe et ça permet d'avoir plus d'informations. Ouais. En gros, tout le monde utilise la dermoscopie et son cerveau pour l'instant. Et il y a des outils qui ont été développés pour essayer d'améliorer un peu ça, pour essayer d'automatiser, et notamment l'intelligence artificielle qui est arrivée sur le marché et qui, depuis 2018, dans des publications, est ultra performante pour faire ce diagnostic, avec une implémentation dans la vie réelle qui est finalement assez faible, alors qu'on est à maintenant 7 ans de ces premières publications. Ouais. Le vrai impact possible, d'après ma compréhension, c'est que la dermoscopie, c'est quand même un geste spécialisé. Il y a peu de gens qui savent le faire. Il y a quelques généralistes comme toi et des spécialistes dermatologues. Et les analyses d'images par l'intelligence artificielle, ça peut éventuellement se répandre sans forcément de connaissances spécialisées humaines, quoi. Donc potentiellement, ça pourrait être utilisé par tous. C'est l'idée sous-jacente, ouais, mais avec des grosses limites. C'est-à-dire que c'est le même principe que pour la radiologie, en fait. C'est-à-dire que c'est de la lecture d'images, et c'est pour ça que l'IA est particulièrement bien adaptée à ce type de problématique, parce que en fait, il suffit de donner une image et avec de l'apprentissage semi-automatique, on peut arriver à faire en sorte que des machines apprennent extrêmement vite ce qu'un humain mettrait des années à acquérir et peut traiter un nombre d'images beaucoup plus important que n'importe quel humain. Les soucis qu'on a actuellement par rapport à une automatisation full, ça va être que pour qu'une IA ait la capacité de reconnaître de manière correcte, il faut qu'elle ait vu beaucoup de fois la lésion, donc les lésions rares sont exclues de base, que les patients soient dans les databases, donc par exemple on a un problème sur les peaux noires, parce qu'il y a très peu de patients à peau noire dans les bases de données, parce que c'est plus rare, mais donc du coup les IA sont complètement incapables de faire le diagnostic dans ces catégories. Également, en fait, tout simplement parce que ça ne prend pas en compte le contexte actuellement. On n'a pas de métadonnées, on n'a que l'image. Et la même image chez quelqu'un de 20 ans, ça fait longtemps, ça ne bouge pas, ok. La même image chez quelqu'un de 70 ans, c'est récent et ça s'est modifié, on ne va pas l'interpréter de la même manière. Et donc, c'est là où l'IA, pour l'instant, est un petit peu, on va dire, encore dans la limite, on va dire, c'est qu'on n'a pas cette capacité à faire la différence. Ok. Donc, un scénario pour illustrer un peu la situation d'une utilisation large, même avec les limites que tu as dit. C'est un patient qui prend en photo sa lésion cutanée avec son téléphone et il y a des applications qui proposent de faire ce diagnostic. Qu'est-ce que ça pourrait amener en termes d'aide et en termes de difficultés éventuellement dans cette situation d'un patient chez lui qui ferait son autodiagnostic? Probablement l'application de l'IA qui, à mon sens, va être la plus problématique parce qu'en fait, on va vraiment mettre des outils d'IA qui vont être designés pour avoir une sensibilité extrême, quitte à perdre en spécificité, donc faire beaucoup de faux positifs dans les mains de gens faux diagnostics, en disant vous risquez d'avoir un mélanome pour ne pas se planter, dans les mains de gens qui n'ont pas le recul, parce que c'est pas leur boulot de se dire est-ce que c'est vrai ou pas.
Et on a d'ailleurs ça qui arrive actuellement aux US. Il y a 2 applis qui ont l'autorisation de la FDA pour du diagnostic, on va dire, maison par des patients. Et en fait, on constate une augmentation drastique des consultations en disant « ça y est, l'IA m'a dit que j'avais un mélanome ». Ah oui, okay. Donc ça, c'est un souci parce que à la fois, ça va permettre peut-être de faire des diagnostics précoces de choses qui n'auraient pas été à cause de la pénurie médicale, mais en même temps, par contre, je pense qu'on va avoir un afflux massif de patients extrêmement inquiets, peut-être pour rien. Ouais, donc il y a vraiment cette inquiétude, ce stress qui peut être généré par un diagnostic trop large, disons, pour éviter de passer à côté Exactement. de patients non diagnostiqués, quoi. Ok, donc ça on voit que c'est l'utilisation un peu maison, comme tu dis. Est-ce que du coup il y a des approches, soit organisationnelles, soit des outils, qui permettent justement d'affiner un peu le diagnostic et d'avoir un diagnostic avec l'aide de l'intelligence artificielle plus précis, probablement aussi avec la combinaison humain et intelligence artificielle. Est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, pour l'instant, on a un espèce de gap qui est très difficile à comprendre entre les publications scientifiques qui sortent sur le sujet, qui sont extrêmement prometteuses, qui montrent vraiment des performances qui sont au-delà de tout ce que pourrait faire un humain, mais encore une fois, que sur des images dermoscopiques, sans prendre en compte le contexte, etc. Ça, c'est des situations qui vont être hyper intéressantes à voir dans notre pratique, on va dire, dans la lecture des articles qu'on va avoir. Par contre, dans la pratique courante, on n'a pas ça, en fait, dans nos machines. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui va être, pour l'instant, perturbant parce qu'on a un vrai hiatus, finalement, entre la publication scientifique et ce qu'on fait dans la vraie vie. Il y a certaines applis d'IA qui sont vendues par des fabricants de dermoscopes ou autres et qui nous disent qu'il va y avoir un bénéfice, etc. C'est des choses qui ont de la même manière une extrêmement bonne sensibilité, mais par contre une spécificité qui est globalement pour l'instant pas du tout suffisante. Il y a une publication qui était de ce mois-ci d'Argenziano qui a montré qu'en gros il a pris tous les patients d'une journée dans plusieurs centres, il les a tous passés, toutes les lésions cutanées dans de l'IA. Il a trouvé, je crois, 15 patients, si je ne dis pas de bêtises, qui devaient avoir une exérèse, lui, à titre personnel. L'IA a retrouvé ces 15 patients, mais il y avait 190 autres lésions que l'IA voulait enlever. Donc en fait, on a une très bonne sensibilité, on loupe rien. Par contre, on a une spécificité qui est affreuse. Okay. Par contre, si on réfléchit en sens inverse, en disant si le médecin n'avait pas vu ces patients du tout et vu que ces 190 lésions plutôt que les 9000 lésions de la journée, bah en fait, il aurait gagné un temps fou. Et peut-être que l'IA va servir à ça, c'est-à-dire faire un pré-triage. Pas faire le diagnostic, mais faire un pré-triage en disant ça, regarde même pas. En fait, c'est évidemment bénin. Celle-là, j'ai un doute, je te laisse regarder. Et là, le médecin va avoir un impact supplémentaire. Okay. Dans le pré-triage, pour l'instant, ça existe. Et peut-être qu'avec des IA un peu plus modernes et plus efficaces, notamment avec des métadonnées, où du coup, chaque image sera dit, ça, c'est une image pour un patient de tel âge, ça fait tant de temps, ça s'est modifié, etc. Mais du coup, ça va être très long à analyser. Et surtout, il va falloir rentrer toutes ces données à la main. Donc, ça peut pas être toutes les lésions d'un patient, mais sur une lésion particulière, à un moment, peut-être qu'on aura ça, c'est-à-dire qu'on mettra la photo, on remplira plein de cases, ça va nous prendre un quart d'heure, et à la fin, l'IA dira, avec tout ça, moi je pense ça, et peut-être que là, on aura un bénéfice. On voit un intérêt. Comment tu verrais ça en pratique entre le médecin généraliste dans son cabinet, le médecin généraliste / dermato comme toi qui fait de la revue d'images et d'avis médicaux sur photo par exemple, et puis les spécialistes? Comment tu verrais cette articulation pour que ça fonctionne et que ça aide en effet à diagnostiquer le plus de patients sans faire trop d'anxiété aussi Pour les médecins généralistes non formés, je pense qu'on va avoir exactement le même problème que pour les patients, c'est-à-dire que la sensibilité étant extrême, quitte à perdre en spécificité, on va pas avoir un triage très important. C'est toujours mieux que si c'est le patient qui l'a, ça on est d'accord. D'ailleurs, il y a des dispositifs qui existent déjà pour ce type d'utilisation. Je pense que là où ça va être le plus intéressant, c'est pour des professionnels qui sont déjà formés et qui vont pouvoir analyser, en gros, utiliser l'IA comme une demande d'un ami, et en fait, c'est l'espèce de combinaison de tous les avis des dermatos que vous connaissez. Et en fait, ça vous donne un score de probabilité, de gravité, on va dire. Okay. Je pense que ça va être utile plutôt pour l'analyse précise d'une lésion où on a un doute, pour des dermatos ou des médecins G formés.
Et aussi beaucoup dans la photographie corporelle totale, où du coup là on prend en photo la totalité du corps du patient et en qualité dermoscopique. Pour l'instant ça n'existe pas, mais ça va sortir bientôt. Il y a des dispositifs qui sont sur les rails pour ça. Et le but que l'IA dise, bah là j'ai pas de doute sur toutes celles-là, là j'en ai une dizaine où il y a un doute, et que le dermato ne regarde que ces 10-là en disant ouais non en fait ça je m'en fiche. Un peu comme un pré-triage. Ouais, ça c'est une nouvelle situation. Peut-être, tu m'avais dit, sur les patients à risque ou qui ont de nombreuses lésions sur la peau, on peut photographier en grande qualité, donc haute définition, toute la peau d'un patient d'un seul coup, et toute l'analyse se fait automatiquement, ce qui manuellement c'est ça, c'est que pour l'instant, actuellement, moi, quand j'ai un patient qui a un syndrome des névus atypique, donc qui a peut-être 2, 3, 400 grains de beauté, et dans l'eau peut-être une 40, cinquantaine qui vont avoir une nécessité d'une surveillance dermoscopique, en fait je prends les photos à la main des 50 lésions, et donc ça me prend 20, 30, 40 minutes, alors que l'interprétation finalement n'est pas si longue que ça. Et là le but ce serait d'automatiser à la fois la prise de photos, donc ça il y a des dispositifs qui se mettent en place par rapport à ça, et un pré-triage en disant ouais, toutes celles-là les regardez même pas, et par contre celles-là vont avoir un intérêt, et finalement d'avoir une interprétation que sur les lésions d'intérêt. Ouais, super intéressant. Globalement, actuellement, il y a 2 grandes techniques qui existent depuis longtemps. C'est la vidéodermoscopie, donc c'est prendre en photo une lésion et la reprendre après 3 mois, 1 an, 2 ans, etc. et voir du coup l'évolution de cette lésion. En gros, un mélanome, ça bouge, un grain de beauté, ça bouge pas. Théoriquement, c'est la grande idée. Donc si vous avez une lésion douteuse, mais que dans l'évolution, il n'y a pas d'évolution péjorative, c'est plutôt rassurant. À l'inverse, si on voit des choses qui apparaissent, des signes qui se modifient, là on va dire cette évolution est un argument supplémentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la vidéodermoscopie, mais ça nécessite quelqu'un pour prendre les photos, et surtout, c'est que sur les photos qu'on a prises nous-mêmes. Donc c'est sur un grain de beauté, 2, 10, mais pas sur toutes les lésions. L'autre chose, c'est la photographie corporelle totale. Si on prend en photo le patient en entier, et on regarde ensuite, c'est un jeu des différences, quoi. Vous avez la photo du patient là, la photo du patient là, on regarde si une différence. L'IA existe déjà par rapport à ça, mais c'est pas une qualité dermoscopique. Et en fait, là, ce que toi, tu es en train de décrire, c'est des Français d'ailleurs qui font ça, et qui veulent en fait prendre une photographie corporelle totale, mais avec en gros un bras articulé qui prend les photos très proches de la peau en qualité dermoscopique, qui reconstruisent ensuite le corps du patient. Et en fait, toi, sur ton ordi, tu as le corps du patient et tu peux zoomer avec une qualité quasi dermoscopique. Et du coup, ça permettrait en fait d'automatiser. Et derrière, il y a une IA qui dit, moi, ça on s'en fiche, et qui ne te flaguerait que les lésions à regarder. Ouais. Ça, c'est sûr que si on arrive à ce stade-là et que ça marche vraiment, avec aussi plein de limites, hein, parce que comment tu fais ça dans le sillon interfécier? Comment tu fais ça sur le cuir chevelu de quelqu'un qui a des cheveux? Il y a des limites que du coup cette technologie ne peut pas répondre en fait, mais ça pourrait quand même être un gain de temps massif. Ouais. Ouais, donc on voit se dessiner un peu 2 grandes situations. La situation du nouveau diagnostic d'un patient inquiet sur quelque chose sur sa peau, qui aurait peut-être des difficultés à avoir un rendez-vous avec un généraliste ou un dermato, qui fait son autodiagnostic, et ça fait un triage, mais j'ai l'impression que ce que tu conseilles, c'est qu'il y ait un parcours en fait d'analyse de cette donnée, et qu'il y ait des humains qui puissent faire ce triage, et que le patient se retrouve pas tout seul devant un diagnostic inquiétant qui pourrait être un faux positif, comme tu l'as expliqué. Et puis de l'autre côté, ces machines qui aident à suivre les patients complexes en fait, qui sont déjà un peu dans le parcours de soins, mais qui lui fait gagner énormément de temps pour ces patients complexes, et qui peut probablement aussi mieux les diagnostiquer plus tôt pour faire de la prévention, enlever des lésions qui pourraient être humorales et éviter qu'elles se développent trop, quoi. C'est ça ? Exactement. Ok. Est-ce que tu verrais des nouveaux métiers un petit peu, ou comment tu verrais l'adaptation de ton métier à toi ? Je pense que c'est quelque chose qu'on constate beaucoup même dans la vie courante avec l'utilisation des grands modèles de langage, c'est que les gens notre génération va être très suspicieuse, va essayer de les utiliser mais avec des limites, etc. Et dans les gens qui connaissent moins, parfois les plus jeunes l'utilisent sans filtre. Et en fait, je pense qu'il faut avoir un regard critique par rapport à l'utilisation de l'IA, qui va être d'une aide vraiment importante, mais tout en sachant les limites, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le fait de se dire est-ce qu'il y a un carcinome sébacé, qui est un truc où il doit y avoir 10 cas dans une banque de données, l'IA ne sera pas capable d'en faire le diagnostic. Mais si on ne comprend pas comment fonctionne l'intelligence artificielle, si on ne comprend pas ce que ça répond et comment ça le répond,
en fait, on risque de passer à côté de diagnostic ou s'inquiéter pour rien. Donc je pense qu'il va falloir avoir un apprentissage, comme on a eu la lecture critique d'articles, finalement une lecture critique de comment on utilise ces outils, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont les limites. Ouais. Parce que si on les utilise blind, je pense qu'on va avoir Ouais. des risques qui vont apparaître qui ne sont pas encore bien En fait, le médecin sera encore meilleur puisqu'il sera très fort dans les diagnostics rares pour compléter l'IA qui pourra screener un peu les diagnostics fréquents et gardera un œil attentif sur les diagnostics fréquents pour éventuellement faire de l'affinage, quoi, du filtre, hein, c'est ça. C'est un truc qui, à mon sens, est essentiel. C'est que je pense que ça va nous aider. On va être en combinaison. Par contre, le remplacer complètement, ça, j'y crois pas du tout. Parce qu'il y a ce gut feeling, t'as ce truc de... Là, il y a un truc que je sens pas, ou parfois les gens vont... Même tout bêtement, quand ils te racontent l'histoire, ils te disent oui, lui je l'ai accroché, vous l'avez accroché, c'est-à-dire non, mais je l'ai pas vraiment accroché, mais en fait il s'est mis à saigner tout seul. Ah d'accord, c'est pas pareil. Accrocher un grain de beauté ou un truc qui se met à saigner tout seul. Sauf que du coup, est-ce que l'IA va forcer, est-ce qu'elle va avoir ça, ou est-ce que du coup ça va te mettre directement dans une case? Je pense que cette interprétation humaine de ce que dit le patient, de ce qu'on voit, du contexte global, va rester quand même dans les mains du médecin et que l'IA va être en fait une aide, mais uniquement une aide. Entendu. Bon, merci beaucoup Julien pour cette revue de la pratique future avec merci tous à ces toi. outils. Merci. Bientôt.